Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Étienne Giros. Je pense que la caméra va bouger. Voilà, je suis Étienne Giros, je suis président délégué du CIAN. Pour ceux qui ne sont pas adhérents au CIAN ou qui ne connaissent pas encore notre organisation, je vous souhaite la bienvenue et je suis heureux d'introduire cette commission sûreté présidée par Arnaud Crémer qui va prendre mon relais sur un sujet très important qui est la logistique et toutes les questions de sécurité qui tournent autour. Moi-même, venant d'un groupe de logistique en Afrique qui s'appelle Bolloré, j'ai eu affaire à beaucoup de ces questions-là et c'est des questions absolument cruciales qui sont quelquefois un peu trop négligées. Donc, on a avec nous Léon Jankowski, qui est un des plus grands spécialistes de cette question, que je remercie d'être venu. Et il va nous éclairer sur ces questions clés, car c'est comme la sécurité, la cybersécurité ou les cyberattaques, on n'y prend pas assez garde jusqu'au jour où un pépin arrive. Donc, c'est un sujet important et je souhaite la bienvenue à tous. Je sais qu'il y a même des gens de l'étranger qui nous ont rejoints ce matin. Donc, je leur fais un salut amical et je passe tout de suite la parole sans plus tarder à Arnaud qui va lancer notre commission. Donc, bonne journée et bonne commission à tous. Merci. Bonjour à tous. Je suis donc la caméra change, voilà. Bonjour à tous, je suis Arnaud, donc président de la commission sûreté du CIAN. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Léon Jankowski, qui est une personne extrêmement clé dans le dispositif de DHL sur la logistique en Afrique, sachant que pourquoi Léon a été embauché il y a des dizaines d'années chez DHL, parce qu'il avait une expérience avérée de l'Afrique et une connaissance particulière de l'Afrique. Et c'est en ça qu'il a une expérience qu'il va nous faire partager, qu'il va nous partager aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui sont connectées. On est à une quarantaine et on devrait en attendre encore quelques-unes qui sont en France et à l'étranger. C'est l'avantage des commissions en distanciel. Ça, comme quoi, il y a aussi des opportunités et c'est parfait. Et on va en organiser d'autres. Léon, je te laisse la parole. Je vais laisser aussi la parole d'abord à Sandrine pour les règles de notre échange de ce matin sur la partie échange, discussion, questions, parce que vous pouvez intervenir à tout moment, poser des questions en levant la main sur Zoom. Voilà, vous avez une petite icône « Levez la main » en bas de votre écran. Et donc, on peut très bien vous donner la parole, même si pour l'instant, vous êtes en spectateur, on peut vous faire monter pour que vous interveniez. Donc, n'hésitez pas à partager votre expérience ou une question de vive voix. Vous pouvez également poser votre question en utilisant les petites bulles Q et R. Et si vous avez un problème technique, utilisez discussion pour en parler avec moi. Mais plutôt les questions dans Q et R, s'il vous plaît. Voilà, très bonne réunion à tous. Et n'hésitez pas à préparer des questions. Voilà. Léon, je te cède la parole. Merci Arnaud, merci Sandrine. Écoutez, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont en ligne actuellement qui me connaissent, mais je vais brièvement me représenter. Alors, je vais contredire un peu mon ami Arnaud. Il y a 20 ans que je suis chez DHL. J'ai dit des dizaines d'années. Tu as dit une dizaine d'années, mais tu veux me rajeunir, mais bon, c'est bien qu'on ne peut rien faire contre ça. Il y a 20 ans que je travaille chez DHL et il y a 20 ans que je suis en charge de la région Moyen-Orient et Afrique pour des raisons bien particulières, parce que ce sont des pays que j'ai bien connus dans une vie passée. Et puis voilà, et aujourd'hui, je représente DHL quelque part, mais surtout les professionnels de la sûreté et tous ceux qui veulent peut-être en savoir un petit peu plus sur les conditions de logistique de travail dans les pays d'Afrique, parce que très souvent, on galvaude un peu nos amis africains. Et je suis un de leurs fervents défenseurs dans le sens où ils n'ont pas besoin de moi pour les défendre certainement, mais je veux dire que quand on parle de sûreté en logistique, il faut savoir premièrement que la logistique, c'est quand même un cordon ombilical pour beaucoup de pays, pour leur économie, pour les populations. Si on oublie parfois que dans notre métier, on a aussi à faire du porte-à-porte et du cas par cas. Et puis, ça va être intéressant de partager une petite heure, 1h30 avec vous. Et puis, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui pratique la langue de bois. On me le reproche parfois, mais ça, ce n'est pas un problème. Et puis, je serai très heureux de partager avec vous vos idées, vos questions, etc. Donc, encore une fois, bien entendu, vous allez voir le logo DHL sur la présentation que je vais parcourir avec vous.
il n'y a rien d'égocentrique du tout, puisque, encore une fois, nos collègues de Bolloré ou d'autres, Air France ou d'autres logisticiens bien connus dans le monde ne sont pas des concurrents, mais des confrères, et on ne manque pas de collaborer lorsque c'est nécessaire pour faire avancer la logistique et tout le bienfait qu'on peut apporter dans des pays en Afrique. Donc, je ne suis pas un technicien très avisé, donc ne m'en veuillez pas s'il y a quelques ratés. Je sais que Sandrine va se faire un plaisir de m'aider si jamais j'étais un petit peu largué. Donc, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre entre chaque diapositive. Il n'y en a pas beaucoup, parce que je suis absolument anti-présentation qui dure. Donc, je préfère discuter que de faire du cinéma, mais il faut bien avoir quelques supports. Alors, on va commencer par le début, c'est pas plus mal. Donc, je ne me représente pas à nouveau. Vous savez qui je suis maintenant. Alors, pendant 1 heure ou 1 heure et demie, ou moins ou plus, ça va être selon vos disponibilités et puis la flexibilité aussi de mon ami Arnaud et puis du président du CIAN. J'aimerais qu'on parle, qu'on aborde, parce qu'on ne va pas avoir le temps de parler de toute la complexité des protocoles logistiques, qu'il faut parfois sortir des standards pour travailler d'une façon fluide dans nos pays africains. Les phases de sécurisation du transport. On n'a pas que le transport aérien, on a beaucoup de transports par route dans certains pays qui ne sont pas très bien desservis parfois par l'aérien, et donc il faut bien, encore une fois, assurer le rôle de cordon ombilical de la logistique. Tout ça ne marcherait pas s'il n'y avait pas l'implication des autorités locales compétentes. Chaque pays a ses diversités, chaque pays a son approche bien particulière de la logistique, mais aussi des problèmes de sûreté et de sécurité. Donc, on n'a pas le choix. Si on veut assurer les bonnes livraisons en bon état des colis qui nous sont confiés par nos clients, on a besoin du support des autorités locales compétentes. Comme on vous l'a dit en introduction, la protection des informations, la lutte contre la cybercriminalité. Je vous donnerai mon avis sur la cybercriminalité qui nous menace, en particulier dans les pays africains, qui n'est pas tout à fait la même approche que dans les pays occidentaux, européens. Et un autre point dont on parle très peu souvent, ce sont les menaces internes. Alors, je ne vais pas dévoiler tout de suite ce que j'entends par menaces internes, mais on a des risques qui ne sont pas simplement technologiques, mais on a aussi d'autres menaces internes qui sont tout aussi dangereuses pour notre business, appelons ça comme ça. Alors, très brièvement, l'Afrique, quand on parle d'Afrique, moi je sais que dans mon petit village de Normandie, quand je parle de l'Afrique avec mes voisins, bon maintenant ils sont saoulés parce que j'en parle trop peut-être, au départ, beaucoup de gens pensent que l'Afrique c'est un pays. Quand on commence à ramener la taille réelle de l'Afrique au niveau du monde, on se rend compte dans la carte de gauche, mais ça je suis certain que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, c'est un continent immense, c'est le plus grand continent du monde. Et ça veut dire, parallèlement à ça, eh bien, si vous voulez faire du business et faire du transport sécurisé sur un continent qui pratiquement peut regrouper tous les grands pays du monde, vous allez avoir des problématiques qui vont être vraiment assez importantes. Sur la carte de droite, cette carte est complètement détaillée avec tous les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, mais qui ne nous intéressent pas particulièrement aujourd'hui. Il y a simplement, pour vous donner une idée, des implantations de l'entreprise pour laquelle je travaille, mais qui est de toute façon la même pour Bolloré, qui sera sûrement la même pour d'autres compagnies aériennes comme Air France. Et de toute façon, le secret pour travailler sur ce continent, c'est d'avoir, sinon, être présent physiquement, au moins avoir des représentants qui soient capables de garantir l'intégrité de la marque,
on parle de DHL aujourd'hui, mais des autres, pas concurrents, mais confrères comme Air France, encore une fois, Bolloré et d'autres qui vont m'excuser si je les oublie. Donc, encore une fois, des besoins de représentation dans les pays. On ne se sert pas de la logistique simplement comme une boîte aux lettres. On a besoin d'être présent physiquement. Alors, la complexité des opérations de logistique. Alors, tout d'abord, on a une image de la logistique aujourd'hui qui est, quand vous ouvrez la télé, lorsque c'est le moment d'avoir de l'information, vous allez avoir une image d'Épinal sur tout ce qui représente la logistique, avec des entrepôts très technologiques, des ports, et ça, les confrères de Bolloré vont se reconnaître parce que je pense que c'est un des ports qu'ils ont en compte sur l'Afrique, très organisé, très technique. Les avions qui sont des avions très performants en cargo avec du personnel, bien entendu, très bien formé, etc., etc. Ça, c'est vraiment l'image de la logistique qu'on va trouver dans tous les médias aujourd'hui. Maintenant, la réalité, c'est aussi ça. Hein. Il y a aussi, dans certains pays, on retombe dans l'artisanat, mais on ne peut pas interrompre la chaîne de la logistique, donc il faut bien s'adapter. Donc, dans l'image de droite, en haut, vous voyez, là, c'est une barque, c'est en Somalie, où on a chargé un conteneur maritime sur une barque pour l'emmener plus loin. Là, avec le chameau, là, mais ce sont vraiment des images qui ne sont pas tirées d'un film ou d'un dessin animé. En bas à gauche, le chameau, c'est un de nos, comment dirais-je, le représentant au Tchad, dans le fin fond du Tchad, qui est en train de livrer du colis express. Et puis à droite, cette photo, elle a fait un peu le tour du monde, là, parce que c'est au moment de la guerre d'Irak, où DHL assure la poste militaire pour les forces militaires qui sont engagées en Irak ou en Afghanistan. Donc, la logistique, elle a plein de visages, elle a plein d'apparences, et puis elle n'a surtout pas quelque chose qui doit être figé. Donc, ça veut aussi dire que les difficultés vont être proportionnelles à sa diversité. La logistique, ce n'est pas simplement charger un colis dans un camion et puis demander à ce que ce fameux colis soit livré à l'aéroport et l'aéroport, après, va délivrer le colis dans un autre pays. On a besoin de deux piliers essentiels. D'un côté, l'administratif et de l'autre côté, les opérations. Alors, pourquoi je vous montre cette diapositive? Simplement pour vous démontrer que si on a une administration qui est complexe parce que des lois de douane, parce que les lois des différents pays, les taxes, les impôts, etc., les droits d'exportation ou d'importation, c'est aussi très souvent une partie de cette activité qui fait le nid à des fraudeurs. Il ne faut surtout pas oublier la fraude qui est un fléau pour les entreprises, qui en apparence, c'est comme le cancer, hein, c'est quelque chose qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui détruit les finances, la réputation d'une entreprise très facilement, parce que la complexité fait en sorte qu'il y a toujours des nids pour mettre des rats. Et voilà, on se retrouve dans des situations où on découvre malheureusement assez souvent des cas de fraude. Et ça, c'est aussi une des menaces qui nous pollue notre business. Du côté opération, on a une complexité aussi, comme vous pouvez le voir sur ce transparent. Et pourquoi je la souligne également? Parce qu'on a droit, si je puis dire, de ce côté-ci, au niveau des opérations de terrain, à une criminalité qui va être complètement différente, qui va être une criminalité très souvent d'opportunité, avec des vols, du pillage, du détournement de marchandises, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus, j'allais dire, physiques. Mais, encore une fois, deux types de criminalité, et ce n'est pas seulement sur l'Afrique, mais c'est dans le monde entier au niveau de la logistique et même d'autres business. Vous avez d'un côté les bandits en col blanc et de l'autre côté ceux qui se retroussent les manches pour piller les entreprises et les clients, bien entendu. Alors,
j'aime bien ce transparent parce qu'il décrit bien les différents niveaux de risque dans la chaîne de logistique. Alors là, j'ai mélangé un petit peu l'aérien, la route et puis le maritime parce que finalement, les risques sont les mêmes, les pratiques ne sont pas exactement les mêmes, mais la finalité est la même. Sur les routes, c'est catastrophique dans plein de pays d'Afrique. Si par exemple on prend le Congo, République démocratique du Congo, si vous voulez traverser le Congo en camion, je pense que mes collègues de Bolloré pourront vous le confirmer, c'est quelque chose d'absolument fou. C'est impossible de rouler, on n'a pas de route goudronnée, on n'a pas de route stabilisée. En plus, selon les saisons des pluies ou pas des pluies, vous avez une géographie qui peut changer d'une journée à l'autre, voire d'une heure à l'autre. Donc la route reste toujours un endroit dangereux avec les risques d'attaque, les risques de vol, de détournement de véhicules, etc., etc. Je pourrais donner aussi un autre exemple, c'est que je dis le Congo, c'est dangereux parce que les routes sont mauvaises, mais l'Afrique du Sud, qui a un réseau autoroutier qui est équivalent à celui qu'on trouve en Europe ou en France, il y a une criminalité qui est d'autant plus violente, qui existe tout à fait de la même façon. Et voilà, je dirais que sur la route, on a toujours des risques. Je parle du continent africain en particulier, mais des routes en général, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, etc. À partir du moment où on transporte des produits sensibles, la route reste un endroit dangereux. Les entrepôts. Alors, les entrepôts, c'est le vandalisme, le pillage, le vol, la fraude, bien entendu. C'est encore une fois une des métastases du cancer criminel. Les frontières. Alors, aux frontières, il y a bien entendu la contrebande, il y a le trafic humain. Et on le sait bien maintenant avec les guerres qui touchent pas mal de pays, particulièrement au Moyen-Orient, mais avec des répercussions aussi sur l'Afrique du Nord. On a un trafic humain qui est très important. On retrouve aussi, bien entendu, aux frontières, le vol. Hein. Au moment où les colis sont immobilisés pendant les périodes de contrôle, on trouve aussi parfois, enfin même très souvent, du pillage dans les colis. De la fraude, bien entendu. Air, maritime et transit, on a toujours les risques de piraterie en ce qui concerne le maritime, particulièrement dans la région du Yémen ou du Nigeria, dans tout le golfe d'Aden. Et le terrorisme, bien entendu, dans d'autres pays, comme quand on parle de la ceinture du Maghreb, comme le Niger, le Mali, tous ces pays qui sont la Libye, qui sont instables, on a toujours les risques de terrorisme. Et bien entendu, la chaîne logistique peut être très sérieusement impactée, voire même très souvent impactée. Et puis à la destination, toujours on retrouve ces fameux cas de fraude et de corruption. Donc, ce n'est pas un long fleuve tranquille, la logistique, comme vous pouvez le voir, et que ce soit dans les niveaux air, terre, mer, on retrouve plus ou moins les mêmes risques. Alors, sécuriser des opérations en Afrique, ça va dépendre de plein de facteurs. Il y a le facteur valeur et des types de produits. Alors, il est certain que les produits électroniques et pharmaceutiques sont des cibles d'organisations criminelles qui sont privilégiées dans beaucoup de pays d'Afrique. Le Nigeria, comme vous le savez tous, c'est la plaque tournante des faux médicaments qui sont non seulement fabriqués, mais redistribués. C'est une plateforme, j'allais dire, mondiale de redistribution de faux médicaments, mais de vrais médicaments aussi, mais qui sont, j'allais dire, pas recyclés, mais reconditionnés et puis parfois détournés à d'autres usages. Alors, un produit très sensible aussi, que parfois on ignore, c'est les emballages de ces médicaments. Chez DHL, mais je pense que ce n'est pas uniquement chez DHL, on a des clients pharmaceutiques, de l'industrie pharmaceutique, qui demandent à ce qu'on stocke les emballages de leurs médicaments, les emballages vides en attendant qu'ils soient remplis dans leurs usines de production. Et croyez-moi, les paquets vides de médicaments, les emballages vides sont des cibles vraiment privilégiées
des organisations criminelles parce que ça leur permet de mettre des médicaments, des faux médicaments dans des vraies boîtes, ce qui, bien entendu, en finalité, réduit les risques de détection par ou les autorités ou même les professionnels de santé, puisque les emballages correspondent aux standards des laboratoires. La sécurisation des opérations, elle dépend de la demande des clients et des destinataires. Alors, on parle toujours d'Incoterm, et puis je pense que vous comprendrez tous, quand je parle du door-to-door, du door-to-airport ou du door-to-consignee, c'est les 3 exemples d'Incoterm qui sont utilisés par nos clients. C'est-à-dire, on fait de la livraison de la production, par exemple, de l'usine de production directement livrée au destinataire, avec différentes phases de transport qui peuvent être soit maritimes, soit terrestres, soit aériennes. On a un autre Incoterm qui est le door to airport, c'est-à-dire on prend des produits dans une usine de production ou chez un client connu et on le transporte sous notre responsabilité jusqu'à l'aéroport de destination. Ou alors, on a du door to consignee, c'est-à-dire pareil, on prend les colis à la production et on va la remettre, nous on est responsable jusqu'au moment où on va le remettre aux représentants de notre client. Donc ce sont les principaux incoterms que nous utilisons en matière de transport ou particulièrement transport aérien. Ça dépend aussi, cette sécurisation des opérations, des analyses de risque pays. Il y a beaucoup de diversité dans les zones africaines. On a beaucoup de zones hostiles. Je vous ai parlé de la ceinture du Maghreb. On a des situations politiques instables dans beaucoup de pays. La République du Congo, je n'ai rien contre la République du Congo, mais on ne peut pas dire que ce soit un pays qui soit politiquement stable en ce moment. On l'a vu dans les dernières 24 heures. On a des pays avec des risques terroristes élevés. En Somalie et au Kenya, sur la frontière entre le Kenya et la Somalie, ce sont des régions qui sont vraiment dangereuses. Mais le Nigeria aussi est un pays qui est, j'allais dire, miné par le terrorisme avec Boko Haram. On a un autre risque, ce sont les réseaux terrestres en mauvais état, etc., etc. Donc, la vie n'est pas facile en Afrique, elle n'est pas facile pour nous. Et donc, c'est à nous de faire des analyses de risque qui soient suffisamment précises afin de pouvoir continuer à exercer notre rôle de cordon ombilical. Il y a aussi les lois en matière de protection mobiles et privées. Ce que j'entends par là, c'est qu'on parle beaucoup d'escorte de convois routiers entre un point A et un point B. Alors, en France, ce n'est pas trop un problème parce qu'on a le droit d'avoir une société privée de sécurité qui escorte des camions. Bien entendu. On a la police, la gendarmerie, les services de l'État, dans certains cas, qui vont prendre la responsabilité de sécuriser des convois, comme actuellement avec les transports de vaccins. Mais dans certains pays d'Afrique, comme le Nigeria, le Kenya ou l'Afrique du Sud, même si ce sont des pays qui sont d'une rare violence parfois, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez malgré tout. Vous pouvez avoir des sociétés privées qui soient armées, mais elles sont obligatoirement accompagnées avec des représentants des forces de police ou de gendarmerie quand ça existe pour compléter les escortes. On a fréquemment, par exemple, des transports de médicaments dans le Rift au Kenya depuis Nairobi. On a toujours des escortes avec nos camions qui sont composés d'une compagnie de sécurité privée, mais également des policiers armés officiels. Il n'y a rien d'illégal comme au Nigeria d'embaucher un policier pour escorter un camion ou pour escorter une autorité privée. Ce sont des pratiques qui sont bien encadrées et puis ce qui permet aussi à nos amis des forces de police de gagner un peu d'argent pour améliorer le quotidien, par exemple, de leur poste de police, du carburant, des choses comme ça. Mais encore une fois, on a tendance à croire qu'on fait n'importe quoi parce que c'est l'Afrique. Ben non. Il y a quand même des choses qui sont réglementées. Je ne dis pas partout, mais dans notre métier, on sait qu'on peut faire du bon boulot de sécurisation grâce aux autorités locales. Parfois, c'est un peu rock'n'roll, d'accord, mais au moins, ça existe.
Ça dépend aussi des relations avec les autorités officielles, police, gendarmerie dans certains pays, ou des unités spéciales, comme en Afrique du Sud. Vous avez des unités spéciales qui font la lutte contre la criminalité et contre la logistique, qui sont vraiment des unités très, très performantes. Alors, ce qui est intéressant de faire quand on est un grand groupe logistique, je sais que mes collègues qui sont autour des tables aujourd'hui ne me diront pas le contraire, c'est de créer des groupes de sûreté mixte, de faire de la communication avec les autorités officielles et même entre confrères. Sur l'Afrique du Sud, on a une très bonne collaboration avec UNENAGEL, par exemple. On a créé un groupe de sûreté mixte avec les unités spéciales qui protègent les convois des attaques particulièrement sur les routes, avec plusieurs autres associations comme TAPA, qui participent efficacement à l'élaboration de procédures de sûreté, etc. Donc, ces groupes de travail de sûreté mixtes sont vraiment, vraiment très, très utiles. Et puis, bien entendu, ça nous permet d'avoir du renseignement. Un autre facteur, c'est la politique de protection de l'entreprise en matière de menaces internes. Alors, on a constaté, excusez-moi, que de plus en plus, on avait des infiltrations d'employés indélicats qui, bien entendu, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça existe aussi en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde. Mais on sait qu'en Afrique, c'est vraiment très important de détecter des gens comme ça. On vous expliquerai pourquoi après. Et tout ça est souvent dû au non-respect des précautions de recrutement, ce qui engendre bien, des utilisations détournées des outils de l'entreprise. Et on ne va pas toucher la cybercriminalité directement, mais quand vous avez des gens mal intentionnés qui ont accès à des systèmes sensibles d'une entreprise, grâce aux informations qu'ils vont extraire, ils vont pouvoir alimenter les réseaux de renseignement des organisations criminelles. Il y a quelques mois de ça, c'était l'année dernière, on a eu un cas à Johannesburg, pas chez DHL, mais tout simplement, un avion a été attaqué à l'atterrissage sur l'aéroport de Johannesburg, et la soute a été vidée. Je dirais que ça a pris peut-être 10 minutes et les voyous sont repartis avec leur butin. Le butin, c'était 4 millions de dollars en billets de banque. Et les voyous ont été simplement informés par quelqu'un qui travaillait dans la boîte de logistique qui s'occupait du transfert d'argent, de l'heure de l'arrivée de l'avion, de quelle compagnie aérienne il s'agissait, etc. Et de la position même de la fameuse palette de billets de banque dans l'avion, ce qui a permis aux voyous de repartir les poches pleines. Donc, c'est le genre d'informations qui sont parfois transmises par des employés mal intentionnés en servant des services, des outils des entreprises. Est-ce qu'on parle de cybercriminalité ici? Peut-être, parce qu'il y a du vol d'informations. Est-ce qu'on parle de criminalité, de voyoucratie, j'allais dire, normale? Peut-être aussi. Mais, je veux dire, ne restons pas focalisés sur le technique. Et il faut surtout nous intéresser aux humains. Oui, je peux compléter, Léon, deux secondes sur la menace interne. En fait, que ce soit d'ailleurs en Afrique ou ailleurs, 50% des actes de malveillance ont une origine interne, qu'elle soit volontaire ou involontaire. Parce que là, tu parles uniquement de l'acte volontaire de la personne qui intègre une société dans le but de nuire à la société. Mais il y a aussi l'acte involontaire, c'est-à-dire des sociétés par des auteurs d'actes de malveillance. Ils vous connaissent par cœur grâce aux réseaux sociaux, grâce à votre LinkedIn, etc. Et ils vont chercher la bonne information et vous ne savez même pas que vous travaillez pour les organisations criminelles en donnant des plans, en donnant des informations qui sont classifiées. Et donc, de toute façon, d'une manière générale, l'humain est le maillon faible de tout dispositif. En sûreté, l'humain est le maillon faible. Absolument, que ce soit en sûreté du transport aérien, ou maritime ou terrestre, ou en général, le facteur humain est toujours le premier des facteurs à prendre en compte. Mais on l'oublie beaucoup, ou très souvent, parce qu'il faut reconnaître qu'en ce moment, il y a une focalisation sur tout ce qui est cybercriminalité. La cybercriminalité,
dans une entreprise, elle va être dans les mains j'allais dire, d'équipes compétentes qui sont justement formées pour lutter contre la cybercriminalité. Je ne dis pas qu'il faut l'oublier, ce truc-là, parce qu'on le voit bien avec les événements qu'on a eus en France, le piratage des systèmes informatiques des hôpitaux, des choses comme ça, c'est de la cybercriminalité, mais vraiment, j'allais dire, de la pourriture, excusez-moi le terme. Mais dans les entreprises, OK, restons focalisés sur 2 points, pas seulement un seul. Et la menace interne, le facteur humain, définitivement, du moins dans notre job, est vraiment, il faut vraiment faire très attention. Vraiment faire très attention. Alors, sur l'écran, vous voyez je vais vous montrer des choses que vous connaissez déjà, surtout mes collègues de différentes compagnies aériennes qui sont là, mais juste pour ceux qui seraient moins familiers avec les sécurisations logistiques en transport aérien, eh bien, c'est quelque chose de standardisé. Hein, les standards IATA sont toujours appliqués par les compagnies aériennes cargo ou passagers. Hein, le IATA est la même organisation pour les deux. Et puis, les clients aussi vont les customiser parfois. Comme ici, là, vous avez le client qui demande à ce que ces colis soient transbordés de chez lui jusqu'à une compagnie aérienne. Alors, il y a 2 options. Soit le client va s'occuper de trouver la compagnie aérienne pour le faire transporter ses produits, mais en général, ce n'est pas son rôle. Ça va être la compagnie de logistique qui va faire de A jusqu'à Z la procédure de transport et de sécurisation des produits jusqu'à la compagnie aérienne. Donc là, c'est une procédure qui est assez simple. Hein. Elle part, bien entendu, de chez notre client et puis elle va arriver directement sur le tarmac de la compagnie aérienne où là, la sécurité va être très peu de risques au niveau des transferts de la production jusqu'à la compagnie aérienne, sauf que, encore une fois, sauf que, je fais la différence, dans certains pays, bien, comme en Afrique, vous avez des problèmes de route et ça va être très difficile d'arriver à destination, c'est-à-dire à l'aéroport. Et on aura besoin d'escorte très souvent, même toujours, de façon à pallier au risque criminel. Ça, je dirais que c'est un des éléments qui est vraiment critique en Afrique, c'est l'état des routes qui, encore une fois, varie selon les saisons. Là, vous avez un mixte entre le transport par route et le transport aérien. La simplification des procédures met tout le monde à l'aise de façon à ce que ça soit une procédure qui soit connue, qui soit familière avec tous les acteurs, les clients, les destinataires et les transporteurs. Je dirais que tous les logisticiens utilisent, je dirais, ce genre de schéma qui est vraiment, au moins sur le papier, qui est vraiment compréhensible et facile à mettre en œuvre. Encore une fois, on aura le point faible sera la partie route. Et un dernier qui est de faire du transport entre un point A et un point B par route complètement. Et on va retrouver toute notre problématique de risque routier dont on a parlé précédemment. Alors, on a toujours, ce qui est frustrant, c'est qu'on a encore des grandes marques, des grands clients, particulièrement en pharmacie, et je me suis fâché avec l'un d'eux il y a quelques mois, qui veut continuer à faire du transport routier de produits sensibles sans escorte parce que ça va lui coûter moins cher, en mettant des valeurs de transport qui sont très souvent, ils essayent, hein, parce qu'on a quand même un risque, le département assurance prend garde à ça, mais avec des valeurs par camion qui sont hyper élevées, qui sont absolument dingues. Le client, il veut que ça soit livré vite, pas cher. Et on ne peut pas faire du vite et pas cher, on peut faire du normal en faisant payer les coûts relatifs à la sécurisation. Et parfois, il faut savoir dire non. Et c'est ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps avec un de nos clients chez DHL. Peut-être que, tant mieux, peut-être Bolloré l'a récupéré. C'est la loi du commerce. Mais on n'a pas voulu prendre le risque de transporter des médicaments avec la valeur qui était indiquée
sans sécurisation des camions, et puis pas seulement des camions, mais des personnels qui conduisent et qui sont dans les véhicules. Donc ça aussi, c'est un élément qui est un peu frustrant, c'est que parfois, nos clients, ils ne tiennent pas compte des risques. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un problème. Cybercriminalité impactant la logistique. Alors, je vous ai parlé de l'utilisation des informations sensibles, par exemple l'attaque d'un avion à l'atterrissage à Johannesburg. Moi, ma façon de voir les choses, elle est un peu la même, et sans vouloir me comparer à Nicolas Arpaillan, qui fait partie de l'école de guerre électronique. Il y a plus une logique crapuleuse, plus que politique ou idéologique, dans ce que j'ai rencontré et ce que je rencontre encore en Afrique. C'est l'opportunisme et utiliser des informations sensibles avec des gens qui soient infiltrés dans l'entreprise. Encore une fois, le facteur humain. Alors évidemment, facteur humain avec un potentiel élevé, avec des bonnes connaissances en informatique, etc., pour pouvoir avoir accès à des informations sensibles auxquelles même parfois ils n'auraient même pas dû avoir accès. Donc voilà, ce sont des gens en général qui ont des ennuis personnels et qui se rendent complices d'organisations criminelles en vendant des renseignements. Soit ils le vendent, soit ils sont pris à la gorge parce qu'ils ont des problèmes personnels, donc comme je vous le disais tout de suite. Et puis, des renseignements qui paraissent complètement vraiment banaux, quoi. Je dirais, par exemple, le routing, hein, dire, voilà, tel camion va passer par telle route à tel moment, à tel jour, avec tel produit. C'est dans ce sens-là plutôt qu'actuellement, on a des risques qui sont, je n'allais pas dire cybercriminaux, mais qui mélangent un peu les deux. L'audit des processus digitaux volontairement ou mal effectués, permettant l'accès aux données commerciales et opérationnelles. Alors ça peut arriver, que les systèmes soient mal protégés. On essaie au maximum d'avoir une protection 100%. Bon, on sait bien qu'on a des professionnels aussi du côté des organisations criminelles qui sont capables de foutre en l'air des protections de systèmes. Néanmoins, c'est certain qu'on a besoin d'avoir des services qui soient vraiment compétents et qui aussi ne se contentent pas de dire aujourd'hui, eh bien, écoutez, tout va bien, pas de problème, tout est protégé et puis on verra ça dans 6 mois. Non, c'est un boulot de tous les jours. Et ça, c'est aussi un challenge pour les entreprises. Et finalement, récemment, on a beaucoup parlé, et puis on parle toujours du transport de vaccins, avec la peur qu'il y a eu pendant quelques semaines de vols de vaccins, etc., etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a eu un article qui est paru dans un journal qui s'appelle ETS en France, qui est un très bon article, il dit tout. Je pense que les cyberattaques sont aussi des tentatives pour déstabiliser ou dégrader l'image de marque des cibles. Également, il y a le côté économique. Si on peut voler du matériel, des produits, eh bien, c'est bien. Mais très souvent aussi, c'est de la rançon, de la demande de rançon, mais aussi de la dégradation de l'image de marque de l'entreprise ou du client. Si je peux compléter, Léon, c'est qu'il faut savoir pour les entreprises que quel que soit le secteur d'activité et l'importance de l'entreprise, que ce soit pour des multinationales ou des plus petites structures, les réponses, elles ne sont pas très chères dans la mise en place. C'est-à-dire que c'est avant tout de la sensibilisation des collaborateurs, de tous les collaborateurs, à tous les niveaux de la société. C'est avant tout de la sensibilisation, parce que la plupart du temps, les gens n'ont aucune idée qu'ils peuvent être victimes de questionnaires, de sorties d'informations, etc. Sur la partie audit des processus digitaux volontaires, c'est avant tout de l'organisation. Est-ce que la classification de l'information dans mon entreprise, qu'est-ce qui est sensible, qu'est-ce qui n'est pas sensible? Et ça, c'est vraiment fondamental parce qu'il y a… Et qui a, à partir du moment où on a dit, on a classifié l'information, qui a le droit de voir quelle information? Et sur la tentative de déstabilisation, on travaille sur la réputation et la dégradation de l'image, c'est la réputation de la société. Et ça, il y a tous ces sujets-là peuvent être traités en amont
Il vaut mieux les traiter en préventif qu'en curatif parce qu'une fois qu'on est impacté, ça peut être très, très compliqué de s'en sortir. Donc, les solutions, elles sont pas extrêmement compliquées, mais ça passe avant tout par la sensibilisation de tous. Et quand je dis de tous, c'est vraiment de toute la chaîne, de tous les collaborateurs. Complètement d'accord avec toi, Arnaud. Il faut aussi que l'exemple vienne du haut, hein, c'est ce qu'on dit toujours, hein. Dans ce domaine, il n'y a aucun doute que toutes les entreprises veulent protéger leurs biens intellectuels, leurs brevets, enfin leurs informations. Et souvent, on pense à des choses qui sont très compliquées. Alors, comme tu viens de le dire, qu'il suffit de classifier les niveaux d'accès aux informations pour tel type d'employé ou tel autre type d'employé. Et justement, c'est parce que parfois, tout ce qui est simple ou bon sens, on l'oublie vite. Et ça aussi, c'est un problème de culture. C'est un problème de culture, pas uniquement à l'intérieur de l'entreprise, c'est aussi un problème de culture, parfois même du client. Parce que on a encore plein d'exemples, comme je le disais tout à l'heure, où le client, lui, il veut du vite, du bon, du pas cher. Et malheureusement, c'est fini ce temps-là, quoi, je dirais. Et puis dans certains endroits, on ne peut pas garantir. Le client, lui, il veut que ses colis soient livrés dans le même état qu'ils ont quitté ses dépôts. Toute la phase de transport, après, ne le regarde plus. Si on oublie d'intégrer dans les propositions commerciales la partie sécurité, enfin la partie sûreté plutôt, c'est sûr qu'au bout de la chaîne, il y a du dégât. Et puis bon, les dégâts, ils vont être financiers parce qu'il faudra rembourser le client, enfin les assurances vont faire ça, très bien, mais il y a surtout une démolition de l'image de marque de l'entreprise. Et des deux côtés, hein, parce que le client, il pense que c'est, après tout, le transporteur, il a perdu les colis parce que c'est un mauvais transporteur. Mais le client de l'expéditeur, il va dire, c'est quoi cet expéditeur qui m'envoie des produits avec un mauvais transporteur? Donc, on a bouclé la boucle, là. Encore une fois, c'est vraiment très difficile d'avoir une sensibilisation. On y arrive de plus en plus, fort heureusement, mais ce n'est pas si facile, en fait. Alors, il y a des alternatives pour éviter, j'ai beaucoup parlé du transport routier sur l'Afrique. On est en train de mettre en place depuis presque 2 ans sur la Tanzanie les livraisons de médicaments par drone. Il y a un petit hôpital dont je ne me rappelle plus le nom, mais on le verra sur la vidéo si techniquement on peut y arriver. Ces médicaments, ils sont livrés directement de l'hôpital central de Dar al-Salam à l'hôpital qui est sur une petite île, inaccessible autrement que par barque. Et voilà, et quand je parlais de cordon ombilical avec les populations, donc voilà, c'était les quelques diapos que je voulais vous présenter. Maintenant, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. J'espère que vous en avez. Bon, merci Léon. Moi, en attendant les questions, j'en ai une par rapport au vaccin. Est-ce que vous êtes beaucoup sollicité, moyennement? Est-ce que vous êtes sollicité uniquement pour le transport du laboratoire dans le pays et après les pays se débrouillent sur la logistique locale ou comment ça se passe? Alors, on est beaucoup sollicité, comme tu le dis, dans la première partie du voyage, c'est-à-dire depuis les laboratoires. Alors, sur l'Afrique, une majorité des vaccins viennent de Chine. Donc, on a un pont aérien entre la Chine et l'Afrique, soit avec nos avions, soit avec les avions des collègues comme Air France ou d'autres compagnies, ou une nouvelle compagnie au Sénégal, etc. Et de ce côté-là, oui, on est, j'allais dire, sollicité, très sollicité. En ce qui concerne le transfert entre les aéroports et les hôpitaux, on est aussi sollicité, mais pas partout. À Dakar, oui, on a nos camions, mais qui sont escortés par la police nationale sénégalaise. En Afrique du Sud, ce sont les autorités qui les prennent directement au cul de l'avion, excusez-moi le terme. Voilà, c'est assez différent. On a surtout, nous, un pont aérien, oui, qui fonctionne à fond, mais je pense que tous nos collègues des compagnies aériennes ont les mêmes demandes. On a beaucoup, ouais. Et au niveau de la chaîne du froid, je sais que les vaccins Pfizer, ils demandent un transport, ça doit être un casse-tête logistique.
Ben, pas vraiment, non, parce que les vaccins, on les récupère dans des caisses qui sont conditionnées, enfin dans des caisses qui sont conditionnées avec ce qu'on appelle de la glace sèche, hein. C'est du CO2 hein, qui est décompressé, qui peuvent maintenir les doses à moins 80, même moins 90. Les caisses, les boîtes sont mises ensuite dans des containers qui sont des containers, comment on appelle ça, isolés, hein, isolants, et puis chargés dans les avions. Donc, il n'y a pas de problème de conservation des vaccins pendant la durée du trajet jusqu'à l'arrivée à destination, sachant qu'on peut remettre de la glace sèche à l'intérieur des caisses s'il y avait besoin, mais on n'a pas besoin de le faire. Ça. Ok, On n'a pas de souci de logistique de transport avec les vaccins qui doivent être conditionnés à moins 80 degrés. d'accord. Parce que les temps de voyage sont nettement inférieurs à la durée d'efficacité de la glace sèche. Et encore une fois, s'il y avait besoin, si le client disait ben, il faudra remettre du CO2, il y aurait une intervention technique au moment où il faudra le faire, certainement par le client lui-même, mais là, on n'a pas besoin. Les thermo-containers aident aussi à maintenir la température, parce que j'ai eu pas mal de questions des gens qui pensaient qu'on avait des avions qui étaient réfrigérés, mais ça n'existe pas un avion réfrigéré. Les containers sont isothermes, ils peuvent être autonomes, etc. Mais un avion, c'est un gros tuyau avec des ailes. On a une question. Je lis. L'été dernier, les autorités algériennes ont fermé plusieurs ports secs, suspendu d'autres et obligé d'autres encore à se doter de scanners. En cause, les innombrables fraudes et collusions entre importateurs, douaniers et compagnies maritimes actionnaires de ces ports secs. Ces infrastructures sont-elles une cause de risque fréquente dans d'autres pays africains? À ma connaissance, non. On n'a pas eu ce genre de problème sur l'Afrique. On n'a pas ce genre de soucis pour l'instant, mais ça peut le devenir parce que la criminalité, ils adorent répliquer. Hein. Ce qui marche dans un pays, pourquoi pas le répliquer ailleurs? Mais je n'ai pas eu de problème comme ça dans d'autres pays. On a eu une époque où on a eu un autre problème parce qu'on est très focalisé sur les problèmes de vaccins, et ce qui est complètement normal, parce que c'est la porte de sortie hein, à moyen terme de la pandémie. Ça a été, il y a un an, le trafic d'équipements de protection individuelle, les masques, les gants, les choses comme ça. Il y a eu des tas de difficultés. Bon, on connaît celles qu'on a eues en France. On a eu des voyous, bien entendu, qui faisaient des faux masques qui n'étaient pas aux normes ni quoi que ce soit. On a beaucoup de cas de tentatives, du moins, d'organisations criminelles qui veulent inonder le marché avec des produits qui sont frelatés. Merci. D'autres questions? N'hésitez pas. On a abordé les vaccins, on a abordé les livraisons par drone. Il y a d'autres points que tu veux aborder, sachant que les organisations criminelles, parce que est-ce que vous travaillez dans les États, vous travaillez avec la police, gendarmerie locale, bien sûr, et vous avez vous avez des propres directions sûreté locales ou pas chez DHL? Oui, tout à fait. La direction sûreté, j'aurais pu mettre un organigramme dans la présentation. Tout comme nos confrères, on n'a pas un seul directeur sûreté qui va couvrir un continent. Ça, il ne faut pas rêver, ça n'existe pas. On a des security managers ou voire des security managers qui s'occupent de plusieurs pays, qui sont directement soit des locaux, soit des expats avec des expériences au niveau des pays, des cultures, etc. On a une représentation propre dans plein de pays d'Afrique. Ça, c'est clair. Après, collaboration avec les autorités locales, ça c'est évident. Quand c'est possible, parce qu'il y a des pays où ce n'est pas forcément aussi facile. Et puis, il y a autre chose dont on n'a pas parlé, il y a un réseau de renseignement, entre guillemets, on n'est pas quand même dans le milieu, avec nos confrères.
tout ce qui touche la sûreté d'une entreprise, on oublie tout ce qu'on appelle la compétition, hein. Je veux dire, on a des très bons contacts. Moi, j'ai des très bons contacts avec Bolloré dans certains pays d'Afrique. Mes gars ont des contacts avec eux. Parfois, on travaille même ensemble. Bon, je parle Bolloré parce que c'est notre principal, comment j'allais dire, pas concurrent, mais je veux dire, on travaille ensemble. Mais on a des compagnies aériennes comme Air France, on travaille avec Air France, on travaille avec je veux dire, elle a au niveau du renseignement, au niveau de la sûreté, de la sécurité, des risques, on a un super moyen, un super outil de renseignement. Il n'y a pas de concurrence. Je veux dire, dans notre métier, ben, tu le sais comme moi, Arnaud, dans notre job, nous, le business, d'abord, c'est de sauver les gens qui travaillent à l'entreprise, parce que si on n'a pas d'employés, ben, il n'y a pas de business. Protéger les intérêts de l'entreprise, mais aussi avoir ce qu'on appelle la big picture en anglais, hein, la vision large des risques qui peuvent nous impacter. Donc ça marche très bien par contre. Est-ce que, là j'ai une autre question, est-ce que DHL est confronté au risque de la piraterie maritime? Et si oui, comment vous en... Alors, on pourrait, mais on ne l'est pas parce qu'on a arrêté tous les mouvements maritimes propres dans toutes les zones de haut risque en piraterie. Donc, on sous-traite, hein, tout simplement. Mais les compagnies comme Maersk ou la CGM, CMA, CGM ont aussi des contrats avec des sociétés de sécurité qui les escortent ou qui prennent soin d'eux. La Marine nationale, elle est dans les golfs, hein, du Yémen, ou même peut-être pas du Yémen, mais comment ça s'appelle la région vers le Nigeria, dans le delta du Niger. On a nos forces qui sont pas loin et on a des entreprises spécialisées qui s'occupent aussi de la sécurité des navires. Mais nous, DHL, directement, nos navires, on n'a pas de navires qui sont directement dans ces zones-là. On a du trafic, hein, parce que, encore une fois, le cordon ombilical, c'est la logistique. On a des envois maritimes comme au Yémen, comme au Nigeria, comme même en Somalie. Mais je dirais que nous, on n'est pas. On a sous-traité ça à des entreprises qui sont protégées. OK. OK, on n'a pas d'autres questions. Ah, j'ai oublié un des. J'en profite parce qu'on a encore quelques minutes. On a une division chez DHL qui s'appelle Industrial Project, c'est-à-dire projet industriel. C'est quoi? Eh bien, c'est une branche vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec DHL? C'est de l'ingénierie à disposition des compagnies pétrolières, par exemple, et surtout au Moyen-Orient beaucoup, mais également en Afrique. On travaille beaucoup avec Total. Notre rôle, c'est de livrer à temps et en heure des matériels technologiques pour permettre l'exploitation des puits de pétrole, par exemple, ou par exemple du transport exceptionnel. Par exemple, en ce moment, entre la France et l'Égypte, l'Égypte est en train de construire une voie de chemin de fer à haute vitesse entre Le Caire et Alexandrie, et on transporte des wagons de chemin de fer en ce moment. Donc, ça rentre dans la branche projet industriel. Donc, tu vois, on a une activité qui est un peu à part. En Irak, par exemple, on est le principal fournisseur logistique de BP. À Bassora, sur les champs pétroliers de Bassora, BP est un de nos principaux clients. Mais dans d'autres pays, on a, bien entendu, on a Total, on a tous les grands pétroliers qui sont connus, ExxonMobil, etc., etc. Justement, en parlant de Total, j'ai une question. Comment organisez-vous les escortes armées dans les zones à risque criminelles ou terroristes élevées comme le Sahel, Nord Nigeria, etc.? Alors, il y a deux options. Et c'est la première que j'ai prise. On travaille avec une entreprise qui est spécialisée, que tu connais bien, mais je ne vais pas dire le nom ici sur ou si tu veux, on peut le dire, c'est toi qui me dis, qui me fournit du personnel professionnel qui fait les escortes armées avec toutes les autorisations auprès des gouvernements, etc. Et si tu veux que je le dise, quelle est la société? La société Galis travaille à 100% pour moi dans les pays comme la ceinture du Maghreb pour mettre en place les escortes sécurisées de nos matériels.
y Bon, compris la Somalie, etc. etc. Donc, c'est eux qui prennent les contacts avec des sociétés locales, mais ils ont toujours un représentant qui va encadrer et bien entendu en accord avec la réglementation des pays, quand il y en a, parce que parfois il n'y en a pas. On parle par exemple du Soudan, du Sud-Soudan, ce n'est pas aussi évident. Mais encore quoi, le Sud-Soudan, ce n'est pas la partie la plus dangereuse de l'Afrique. Mais la ceinture du Maghreb, oui. Sachant que Galis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société française, enfin franco-française, et non, mais c'est important de le dire parce qu'on a toutes sortes de sociétés dans cet environnement. Et ça, c'est une société qui est connue. Nous, ce qu'on veut éviter, et puis je pense que tous mes collègues de la profession vont être d'accord avec moi, ce qu'on veut éviter, c'est malheureux ce qui est arrivé à Areva, parce que on peut toujours prendre des services de sécurité locaux, etc., mais on ne les connaît pas, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir qui sont les gens qui travaillent dans ces sociétés-là. Donc, le mieux, c'est de travailler avec des sociétés fiables. Galis, ça fait des années que je travaille avec Galis et je touche du bois, et ils ont toujours eu la réponse à la demande. Alors, ça coûte un peu plus cher, mais au moins, on est certain qu'il y a les autorisations adéquates par les gouvernements, par les pays qui vont être traversés s'il y a plusieurs pays à traverser, et surtout qu'il y a une sélection du personnel qui est fiable. Alors, 100%, on ne sait pas, mais jusqu'à maintenant, oui. On a une autre question. On parle de géolocalisation. Est-ce que c'est un outil de protection? Pas toujours. On l'utilise, nous, dans des pays comme l'Afrique du Sud pour localiser les véhicules entre un point A et un point B. La géolocalisation, ça peut être un moyen de protection, je vais revenir là-dessus. Si on veut l'utiliser à titre individuel, si on est si on n'est pas connu, etc., par une organisation, quelle qu'elle soit, c'est pour éviter de se perdre. Le problème maintenant, c'est que la géolocalisation, elle est complètement faussée avec ce qu'on appelle les anti-jamming devices. C'est-à-dire que les organisations criminelles sont capables de bloquer toute technologie de localisation, quelle qu'elle soit. On le voit bien en Afrique du Sud, on a mis des tas de technologies en place pour suivre, j'allais dire au mètre près, l'avancée des convois. On a quand même eu des attaques, on a quand même, etc. Parce que les organisations criminelles, elles ont des brouilleurs qui permettent de foutre en l'air la géolocalisation. Donc, oui, ça peut être utile. Et puis, d'un autre côté, c'est hyper facile pour les voyous et puis même des petits voyous, hein, parce que des brouilleurs, on peut se les procurer dans des magasins pour pas très cher. Bien sûr, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout. C'est pour ça qu'il faut multiplier les systèmes de protection. Voilà, et la géolocalisation en est un, mais il faut multiplier. Ouais, exactement. Donc, j'ai une question complémentaire. La blockchain apporte-t-il une sécurité documentaire? Tu veux répéter là? La blockchain apporte une sécurité documentaire, c'est une question documents, transport, douane, banque, etc. Ouais. Okay. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Comme je l'ai expliqué au tout début de l'intervention, c'est qu'on voit souvent, on pense souvent à tout ce qui est spectaculaire dans les risques criminels d'une entreprise, que ce soit en Afrique ou ailleurs, hein. Mais ce qu'on voit moins, parce que c'est comme une fois, c'est comme un cancer, hein, c'est tout ce qui touche, tout ce qui est frauduleux. Et c'est clair que tout ce qui va nous aider à détecter des potentiels risques de fraude ou d'activité criminelle va être utile, ça c'est clair. Oui. OK. Sandrine? Là, pour l'instant, il n'y a plus de questions. Donc, on peut en terminer là. Hein. S'il n'y a plus de questions, on peut s'arrêter. C'est comme tu veux. En tout cas, je te remercie beaucoup. C'était très instructif. Et moi, je sais que sur la logistique, j'en ai appris pas mal. C'est l'important de dire en conclusion que la sûreté et la sécurité a un prix. Il ne faut surtout pas le négliger parce que ce n'est pas un poste de coût. Ça peut... Contrairement, bon, c'est un poste de coût comme ça, facialement, mais ça peut faire économiser beaucoup d'argent si l'événement se produit
ce soit du vol, etc., quel que soit l'acte de malveillance. Moi, ce que je voudrais dire en conclusion, si tu le permets, c'est que on parle de l'Afrique, mais les risques sont les mêmes en Europe qu'en Afrique. Alors, on a une vision qui est parfois un peu trop décalée de l'Afrique. Et moi qui travaille peut-être pratiquement depuis 20 ans, alors, certains pourront me dire, ouais, mais parce que je suis indulgent, etc. Mais ce n'est pas vrai. Je ne suis pas quelqu'un de très indulgent parfois. Je sais qu'on peut faire du bon boulot dans cette partie du monde et qu'il suffit de vouloir le faire. Et voilà, quoi. Je veux dire, les risques ne sont pas tout à fait les mêmes, mais finalement, c'est les mêmes qu'en Europe. Hein. On a toujours des voleurs qui vont attaquer des camions. On a toujours des voyous qui vont essayer de s'infiltrer dans l'entreprise. On a toujours des petits malins qui vont faire du détournement de matériel, etc., etc. On a les criminels sont, je dirais, ils savent faire les mêmes choses. Notre ennemi, c'est plus le retard que certains pays ont par rapport aux nôtres en matière d'infrastructures routières, en matière d'infrastructures techniques. Mais je dirais que l'esprit africain est vachement intéressant. Vachement intéressant. Et dernière chose, tout à fait dernière, je ne suis pas un orateur, mais je suis bavard quand même. Moi, je veux remercier quand même tous nos collègues qui travaillent comme nous en Afrique. Alors, on a parlé de Bolloré parce qu'encore une fois, on les connaît bien, mais toutes les compagnies aériennes comme Air France et puis nos clients aussi, hein, Total, etc. Merci pour leur support. Ça fait plaisir de travailler avec des compagnies qui sont sensibles comme nous tous à la cause africaine et puis surtout à la sûreté de nos employés et de nos entreprises. OK, merci Léon pour cette intervention. 2 mots sur la commission. Donc là, on est en train d'organiser les nouvelles commissions pour le reste de l'année, sachant que, comme vous le savez et comme vous le vivez, pour la plupart d'entre vous, les voyages sont arrêtés. Pour la plupart, parce qu'il y en a quand même qui ont repris. Et on aura un directeur sûreté qui va nous parler de la gestion de la sûreté, de la gestion de la sûreté en mode Covid, c'est-à-dire il y a toute une réorganisation à faire. Il y a des changements de casquette, entre guillemets. On affecte des missions à des personnes qu'il a fallu former, etc. Ça va être intéressant. Je n'ai pas encore la date, mais c'est ce qui est prévu pour bientôt. On va aussi refaire une commission. On avait invité Nicolas Arpadian sur la cyber. On va sans doute refaire une commission sur ce thème-là, parce qu'on est resté très théorique sur le monde de la cyber en Afrique. Et là, j'aimerais faire rentrer un technicien qui nous explique plus concrètement les impacts qui sont vraiment importants, tant au niveau État qu'au niveau entreprise et au niveau réputation d'une manière générale. Et d'une manière générale, on est à l'écoute de vos questions, de vos thématiques de commission. Et également, on a en tête peut-être d'organiser aussi un échange en comité plus réduit, mais entre directeurs de sûreté, si ça vous intéresse, d'échanger avec des pairs. C'est quelque chose qu'on peut facilement organiser et je pense que ça peut être utile à tout le monde d'échanger avec des collègues d'autres entreprises. C'est ce qui nous avait été demandé dès le premier confinement, c'est de pouvoir échanger entre pairs sur les bonnes pratiques qui ont été mises en place pendant le Covid. Et on va organiser ça aussi. Donc, on a du pain sur la planche. Si vous avez des intervenants que vous souhaitez nous proposer sur cette partie sûreté, sécurité et gestion de crise d'ailleurs de la commission sûreté, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Sandrine et on fera intervenir ces personnes sur les thèmes qui concernés. En plus des commissions dont on vous envoie les invitations régulièrement, on va tenir une webconférence le 18 mars. Donc, on vous incite à réserver votre matinée de 9h30 à 11h30 le 18 mars parce qu'on aura une webconférence très intéressante avec les résultats de nos 2 baromètres, le baromètre du CIAN sur le climat des affaires, le baromètre auprès des leaders d'opinion qu'on mène depuis 3 ans et qui donne des bonnes informations de perception.
et également donc une table ronde avec des chefs d'entreprise et des ministres africains pour parler de la relance économique et du rôle des entreprises. Et deux témoins importants, Mo Ibrahim, qui va nous faire l'honneur d'une courte intervention, et Sébastien Bazin, le patron d'Accor, qui viendra conclure cette matinée. Donc un rendez-vous que je vous incite à noter le 18 mars. Voilà, merci beaucoup. Il est 11h moins le quart. Merci Léon de ton intervention et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires. Merci, à bientôt, bonne journée à tous. À bientôt Arnaud, merci de ton Merci à accueil. tous, au revoir.